à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire solution donc, du campus hors site, la 5e édition. J'espère que tout le monde voit mon écran. Faites-moi signe de la tête, ceux qui sont avec la caméra. C'est bon, parfait. Écoutez, nous sommes donc aujourd'hui pour parler de surélévation et de construction en milieu contraint avec la solution de l'ossature métallique, qui est donc une solution assez pertinente, voire très pertinente pour ce genre de contexte. Avant de commencer la présentation, déjà le webinaire est enregistré puisque nous le mettrons ensuite dans sa version complète sur notre chaîne YouTube. On va vous demander de couper vos caméras et vos micros pour libérer de la bande passante parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est inscrit et donc il ne faudrait pas que ça bug. Les questions, vous pourrez poser vos questions dans le chat et elles seront posées en fin de webinaire. Donc, je vais maintenant commencer, comme il y a quand même beaucoup de gens qui sont arrivés, et nous sommes donc à l'heure, puisqu'il est 11h31. Donc, le webinaire solution numéro 5, dédié à la surélévation et construction en milieu contraint, l'ossature métallique légère, une solution pertinente. Donc, je suis Olivier Villeneuve, je suis le directeur du développement du réseau d'entreprises du campus hors site. Le campus hors site, très rapidement l'introduction, nous le définissons comme un écosystème apprenant qui permet donc à tous les acteurs du secteur de la construction, toute la chaîne de valeur de la construction immobilière, de gagner en compétitivité afin de répondre aux enjeux environnementaux en intégrant les nouvelles méthodes de construction. Pour ce faire, nous avons une offre qui est assez adaptée aux besoins du marché, qui commence par un organisme de formation qui permet de répondre aux besoins de monter en compétences de tous les acteurs de la chaîne de valeur, un réseau d'entreprises qui soutient l'école et qui permet de collaborer au sein d'un écosystème à l'échelle nationale et européenne. Et enfin, un outil, un accélérateur de transformation pour soutenir l'évolution des talents et des organisations dans les entreprises. Le campus hors site est soutenu donc par un réseau d'entreprises qui est composé à ce jour de 82 entreprises. Alors, vous aurez le temps de détailler ça sur la chaîne YouTube par la suite si vous voulez plus de précision. Mais vous voyez un peu le panel d'entreprises représentées, c'est assez vaste, toute la chaîne de valeur est bien présente. Et également un réseau de partenaires avec qui nous développons des accords de partenariat croisés. Et ça a plutôt une action transversale pour permettre de développer au maximum de gens l'accès aux connaissances de la construction hors site. Les webinaires solutions sont des rendez-vous experts afin d'approfondir un sujet technique qui est généralement co-animé par des entreprises membres du réseau d'entreprises du campus hors site. Nous en sommes à la 5e édition. Les précédentes étaient sur le modulaire, une solution pertinente pour les maisons individuelles. Et avant encore, nous avions fait un sujet plus transversal sur la traçabilité sur des chantiers. Bien évidemment, tous ces webinaires sont visibles sur notre chaîne YouTube, voilà, que vous pouvez aller voir, donc campus hors site. L'articulation de la webinaire du jour, nous allons avoir un premier temps avec un focus sur l'ossature métallique légère et des exemples européens qui sera fait par Fernando Guillen de la société Remagine, ETEX. Ensuite, le marché français, les normes en vigueur et les avantages de ce mode constructif qui sera développé par Damien Muller, qui est un des cofondateurs de la société Swilco. Et ensuite, nous aurons un retour d'expérience sur une réhabilitation parisienne qui mélange la surélévation et la mixité des matériaux, et ce sera présenté par Jérôme Lahure, un des cofondateurs de la société Archéosystème. Donc voilà, nos 3 intervenants, et nous allons commencer par Fernando Guillen, donc Sales Manager chez Remagine ETEX, à qui je vais laisser prendre la main, et qui va vous faire sa présentation. Voilà, à toi Fernando. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, je suis représentant de la société Remagine qui fait partie du groupe ETEX. Alors Remagine, nous sommes spécialistes de la construction hors site, donc notre spécialité c'est le travail avec l'ossature métallique légère. Je crois que le slogan résume bien ce que nous faisons. Nous voulons aider à construire mieux, plus vite et plus durable. Nous faisons partie aussi de quelque chose de plus grand qui est le groupe ETEX. Le groupe ETEX est un groupe industriel à un chiffre d'affaires de à peu près 4 milliards d'euros. On est répartis sur 160 sites à travers le monde entier, sur 45 pays. On est un peu
plus de 13 000 collaborateurs et on a 5 centres de recherche et développement. Remagine opère donc sur tout le Royaume-Uni, Irlande. On a 3 sites de production, 2 en Angleterre et 1 en Irlande. Et puis, depuis l'année passée, on se développe en Europe. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est l'ossature métallique légère? C'est un terme qui est peu connu, peu divulgué. Et puis, bon, bah, il y a une confusion aussi avec les charpentes métalliques, etc. Donc, pour préciser, on revient un petit peu à l'étymologie. L'étymologie donc vient d'un acronyme anglais qui est le LGSF, le Light Gauge Steel Frame, et qui traduit à français, c'est tout simplement un cadre en acier de fine épaisseur. L'ossature métallique légère est donc une ossature constituée de cadres métalliques eux-mêmes composés à partir de profilés faits à partir d'acier de fine épaisseur. Quand on dit fine épaisseur, pour le détail, c'est entre 1,2 mm et 1,6. Alors, comment on fait? Eh ben, on commence à partir de bobines, on passe par des machines plieuses, et ces machines donc, vont plier, donner forme au profilé. Là, on est sur un profilé, par exemple, C, un profilé classique. Et ces profilés vont être assemblés en cadres. Et ces cadres, enfin, sur ce cadre, on va rajouter d'autres éléments comme des panneaux USB ou bien, dans notre cas, des panneaux de signette, le Weather Defense. Et on va rajouter aussi, dans notre cas, l'isolation, les panneaux intérieurs au plâtre, les plaques de plâtre à l'intérieur et éventuellement aussi la menuiserie. Donc, tout de suite après, ils sont emballés et disposés sur des camions, enfin des transports, pour les emmener sur le chantier. Voilà à quoi ça ressemble un chantier en ossature métallique légère. Donc, vous voyez tous les cadres métalliques et les panneaux Weather Defense, dans notre cas, à l'extérieur. Voilà. Alors, l'ossature métallique légère, on peut la classer en 2 grands groupes. Un premier groupe de murs non porteurs et un deuxième groupe de murs porteurs. Dans le groupe de murs porteurs, on a le système SFS, c'est la dénomination que nous donnons à ce système. Et là, c'est un système qui est, enfin, comme le nom le dit, non porteur, et on assemble donc des cadres qui vont être soit on applique, soit en remplissage. Là, on voit le cadre en remplissage. Vous voyez les cadres, vous voyez la menuiserie, vous voyez l'isolation à l'intérieur, vous avez les plaques de plâtre à l'intérieur, la plaque signate à l'extérieur. Et puis après, en termes de revêtement, on peut avoir un enduit sur isolant ou bien une façade ventilée avec n'importe quel type de matériau. Voilà à quoi ça ressemble un panneau préassemblé dans ce système. Et puis, parmi les murs porteurs, on trouve donc le système LGSF. Et le système LGSF, on peut l'utiliser pour faire des bâtiments petite hauteur, moyenne hauteur, ou bien des bâtiments pouvant aller jusqu'à 15 étages. On parle de murs porteurs, mais il faut parler aussi des planchers, donc la partie horizontale. Pour les planchers, dans notre cas, enfin notre société, on a le système SICDEC, mais c'est un système assez connu qui est un plancher collaborant, donc un bac acier sur lequel on va couler du béton, et le plancher bois, qui est la solution traditionnelle, qui est un système à solive, en général de profil laissé, sur lequel on vient disposer un panneau OSB pour le sol, et puis des panneaux en plâtre pour le plafond. Évidemment, l'isolation entre les deux, et ça peut se faire aussi avec des treillis qui reposent sur le mur porteur. Je passe tout de suite à un exemple d'un système SFS. Là, il s'agit d'un bâtiment d'usage mixte, habitation et commerce. Alors, pourquoi les clients ont choisi une ossature métallique légère, donc de murs non porteurs en remplissage? D'abord, la fabrication, la livraison et l'installation est ultra rapide, donc il y a un gain de temps fondamental. Les panneaux sont livrés sur site entièrement préassemblés, donc il n'y a aucune retouche ou découpe sur le site. L'installation est faite depuis l'intérieur dans ces cas spécifiques, ce qui réduit donc la nécessité de travailler à l'extérieur et en hauteur, et en conséquence, donc on maximise la sécurité.
Les performances de résistance au feu sont modulables avec nos systèmes de 60 à 120 minutes. La faible épaisseur des murs nous emmène à plus de mètres carrés disponibles. Et puis, ce système aussi permet des économies importantes en réduisant donc les besoins de nacelle échafaudage. Évidemment, le gain de temps est un facteur très important dans ce cas-là. Voilà à quoi ça ressemble le bâtiment fini. Je passe tout de suite sur un exemple en mur porteur. Donc là, c'est le cas d'un bâtiment de logement. Il y a 46 appartements sur 6 étages, 1700 mètres linéaires de panneaux, et puis repartis sur à peu près 3000 mètres carrés de surface chaude. Alors pourquoi le choix de l'ossature métallique légère mur porteur donc là, dans ce cas, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 15 étages. Les panneaux, encore une fois, sont livrés entièrement préassemblés, donc aucune retouche ou découpe sur site. On peut appliquer tout type de parement de façade, donc on peut avoir de l'enduit sur isolant ou bien des façades ventilées avec du HPL ou bien du ferro-ciment ou du métal. La légèreté, évidemment, donc on peut réduire jusqu'à 70% le poids donc, de l'immeuble, du bâtiment, donc les fondations sont moins importantes. On réduit évidemment aussi le temps de pose, enfin des constructions, jusqu'à 60%, plus rapide si on le compare au traditionnel, et donc un retour d'investissement plus rapide. Les performances de résistance au feu sont également modulables de 60 à 120 minutes et la faible épaisseur de mur nous permet de gagner aussi des mètres carrés à l'intérieur. Et peut-être la partie la plus importante aussi, c'est que la construction est est une construction qui est plus respectueuse de l'environnement. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a zéro déchet, on a 90% des matériaux qui sont réutilisables, 100% sont détachables, c'est-à-dire qu'on peut les séparer, les traiter au recyclage indépendamment et tout est 100% recyclable. Euh, alors, ça, c'est une image encore du même bâtiment. Et on voit bien les panneaux de Signat, Weather Defense à l'extérieur, et voilà l'ensemble de l'immeuble. Je passe à un autre exemple, qui est un bâtiment de logements sociaux. Et sur ce bâtiment, donc on a 195 appartements repartis sur 5 et 6 étages parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Pareil, là, la contrainte, on va dire, c'est toujours la vitesse, donc le temps. On a une grande flexibilité, comme je disais tout à l'heure, sur les façades, les finitions de façades. On voit des briques classiques anglaises et puis de l'enduit, ou bien on peut avoir d'autres sortes de règlements. Voilà à quoi ça ressemble, hein, ce bâtiment pendant la construction. Donc, vous avez le mur porteur intérieur et le mur extérieur en pourpre avec les panneaux Weather Defense. Là, ça montre bien le coulage du béton sur le plancher collaborant. Donc, on a nos systèmes SIGDEG le plancher collaborant et l'armature plus le béton. Et voilà à quoi ça ressemble quand il est presque fini. Je crois que j'ai le temps pour un troisième exemple. L'université de Birmingham, donc des logements universitaires. Alors là, on a 496 appartements, donc 184 volets d'escalier, parce qu'on fournit aussi les escaliers. Un point dont on est fier, c'est qu'on a fait la livraison de l'immeuble 10 semaines avant ce qui était prévu. Donc, il y a un gain de temps extraordinaire. Voilà les modules au début de la construction. Je montre cette photo parce que là, on a aussi les unités, enfin, les modules de salle de bain et toilettes qui sont déposés au fur et à mesure qu'on monte les étages. C'est intéressant aussi parce que c'est une construction mixte, enfin avec des matériaux mixés. On a une charpente bois pour la toiture. Et voilà, le bâtiment presque fini avec la toiture en ardoise. Et voilà les façades.
Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Un petit dernier. Donc, un bâtiment, Vas-y. alors, un bâtiment assez Ah, il me classique, dit on va maintenant toutes les dire. trajectoires sont référencées, donc il m'a dit ça avance, ça c'est. Coupe ton Pardon, micro. Non, c'est il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, je le montre parce que c'est une typologie qui ressemble beaucoup les nôtres en France, et donc des bâtiments de logements de 7, 8, 9 étages qui sont assez courants aussi en France et sur lesquels on peut répondre avec des ossatures métalliques légères. Voilà. Enfin, peut-être pour clôtre l'intervention, la contrainte principale dans les exemples que je vous ai montrés, c'est la contrainte de temps. Et c'est des bâtiments de logement, résidences étudiantes, hôtels, etc. Donc là, le temps, time is money, donc c'est très, très important. Voilà. Je passe donc la main à Damien Muller. Voilà. Merci Fernando. Merci pour tous ces exemples internationaux. Donc voilà, vous avez vu, c'est Damien qui va reprendre la suite pour vous remettre dans un contexte plus français. Damien, Bonjour à c'est à tous, toi. vous m'entendez bien? Parfaitement. Bonjour à tous. Merci beaucoup Fernando pour cette présentation et ces réalisations. Donc vous l'avez compris, toutes les réalisations qui ont été montrées là sont des projets principalement réalisés en Angleterre. Il faut remarquer aussi que cette technologie de l'ossature métallique légère, elle est extrêmement répandue dans plein d'autres pays, notamment anglo-saxons, aux US, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et aussi plus proche de chez nous, en Turquie, au Portugal. Bref, globalement, si on devait, je pense, tirer 3 grandes conclusions de ce qu'on vient d'entendre, c'est que, un, on a la preuve par l'exemple que la technologie de l'ossature métallique légère est une technologie éprouvée, puisqu'on peut construire des bâtiments qui vont jusqu'à R+15. Et les exemples qui ont été montrés précédemment illustrent extrêmement bien ces propos. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est que finalement le marché anglais est finalement très mature sur cette technologie et qu'aujourd'hui, un certain nombre des acteurs du monde de l'immobilier et de la construction prescrivent cette technologie en amont déjà dans leurs projets et construisent systématiquement en ossature métallique légère. Et la troisième conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'en France, on est très en retard sur le sujet. Je pense qu'on a quasiment 10 ans de retard sur le sujet. Et donc, mon enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir vous éclairer un petit peu sur où on en est sur le monde de la construction de l'ossature métallique légère en France. Alors, je suis Damien Muller, le cofondateur de la société Swilco, qui a été créée en 2021 avec Pierre Rougeol. On est installé aujourd'hui à Angers, avec un rayonnement national en métropole et aussi dans les territoires et départements d'outre-mer, avec 2 métiers principaux. Un premier métier qui est la conception, avec un bureau d'études intégré où on fait les notes de calcul et le dessin des projets qui sont modélisés en 3D, puis ensuite transformés en fichiers machines qu'on injecte dans des profileuses. Et donc, le deuxième métier de Swilco, c'est celui de la production. On produit chez nous des produits avec différents types de finitions. Vous avez vu précédemment tout ce qui était la partie des panneaux en 2D, donc avec différents niveaux de finition et de composants qui peuvent être intégrés. Et on fournit aussi des solutions en kit qui permettent notamment de répondre aux enjeux d'optimisation des transports ou lorsqu'on doit accéder dans des zones et des milieux contraints où finalement la livraison de la structure préassemblée n'est pas forcément extrêmement adaptée et on préférera à ce moment-là les livrer non assemblés et l'assemblage se fera directement sur site. Depuis 2021, on a créé et réalisé plus de 200 projets qui sont des bâtiments résidentiels ou tertiaires, de la surélévation et de l'extension. Aujourd'hui, quand on se plonge sur le sujet, puisque j'ai la lourde tâche de parler du marché de la France, quand on regarde le marché de la France, on sait que c'est un marché qui est, dans le monde de la construction, extrêmement conservateur, avec près de 65% des matériaux que sont le béton et la brique, qui sont des matériaux dits traditionnels, qui sont encore utilisés au quotidien en 2025. La part du bois, elle, tend à se développer, notamment poussée par un certain nombre de réglementations. Et l'acier, quant à lui, quand on parle d'acier dans le monde de la construction, on a tendance c'est systématiquement de la charpente traditionnelle utilisée notamment pour faire des bâtiments industriels avec des très grandes portées, donc de l'acier formé à chaud. Aujourd'hui, dans le monde des matériaux de la construction en France en 2025, l'ossature métallique légère, on peut le dire, est quasi inexistant. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un ensemble de paramètres aujourd'hui qui commencent à bouger et qui font que cette technologie, depuis quelques années, commence à frémir et voire même tend à s'accélérer depuis les derniers mois même.
Et quand on essaie de se poser la question de se dire pourquoi les choses bougent, j'ai pu identifier un certain nombre de points que je voulais vous partager. Le premier sujet, c'est qu'on est dans une phase de crise, une crise de l'immobilier, une crise de la construction. Et dans toute phase de crise, il y a des choses qui sont bonnes, c'est-à-dire qu'on va venir remettre en question nos façons de construire et ouvrir ses chakras sur d'autres procédés constructifs et peut-être s'éloigner de ce qu'on avait l'habitude de faire pour aller voir et explorer de nouvelles technologies. Le deuxième sujet, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers traditionnels est déjà existante et on sait qu'on est à l'aube d'une vraie crise qui risque d'arriver dans les prochaines années. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment trouver des nouveaux procédés constructifs qui vont permettre justement de venir simplifier les opérations de mise en œuvre et d'assemblage sur chantier. Le troisième point, vous le connaissez tous, la RE 2020 et toutes ces déclinaisons dans les années suivantes qui finalement poussent aussi à découvrir des procédés constructifs plus légers. On entend beaucoup parler des procédés constructifs bois, mais quand on parle de procédés constructifs légers bois, on a la possibilité, nous, de venir proposer des alternatives comme l'ossature métallique légère. Nous sommes aujourd'hui rassemblés par le campus hors site, donc on ne peut pas non plus, dans le panorama dans lequel on est aujourd'hui, mettre de côté tout ce qui est la construction hors site et l'industrialisation, la nécessité de venir préfabriquer en atelier pour apporter de la qualité, du contrôle et une moins grande exposition aux intempéries et faire en sorte que finalement l'opération qui soit réalisée sur chantier soit faite, soit la plus courte possible grâce à la préfabrication. Ça, c'était pour la partie un peu conjoncturelle du sujet. Maintenant, quand on regarde la particularité un peu plus spécifique liée aux matériaux, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus concevoir de la même manière que ce qu'on faisait précédemment, on ne peut plus construire de la même manière, donc on cherche à venir apporter de la frugalité dans nos constructions, utiliser le moins de matériaux possible et pour ça, trouver les matériaux qui sont extrêmement performants pour des fonctions très spécifiques. Tout à l'heure, Fernando parlait aussi du sujet de la circularité. Aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, il faut qu'on le conçoive dans sa construction, dans sa mise en œuvre, dans son cycle de vie complet, y compris dans sa démontabilité, dans son recyclage. Et ce qui permet justement aujourd'hui de se poser la question, de se dire finalement, est-ce que je peux dissocier les différentes couches de matériaux que j'ai mis dans ma construction pour pouvoir par la suite les recycler. Avant-dernier point, c'est celui du marché. Aujourd'hui, on construit de moins en moins de bâtiments neufs et donc on a un gros enjeu qui est celui de la rénovation et de la surélévation qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. La rénovation et la surélévation à la fois pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, mais aussi pour venir valoriser les biens existants sans venir prendre sur des terres agricoles existantes. Bref, vous l'aurez compris, c'est un ensemble de points qui aujourd'hui montre qu'il se passe un ensemble de choses qui poussent vers de nouvelles technologies, dont celle de l'ossature métallique légère. Et aujourd'hui, l'ossature métallique légère va répondre à l'ensemble de ces points. Mais pour ça, on est en France. Et en France, le cadre réglementaire est extrêmement important, puisque sans réglementation, il est impossible d'utiliser une technologie. Alors là où on a beaucoup de chance, c'est que même si aujourd'hui on est réunis en 2025 à parler de ce sujet-là, il y a quelques industriels pionniers qui avaient commencé à travailler sur le sujet de l'ossature métallique légère déjà dans les années 90, certainement très en avance de phase sur le marché et peut-être trop tôt. Et le travail qu'ils ont effectué à l'époque a permis d'aboutir à une réglementation qui est déjà existante aujourd'hui et qui permet de faire en sorte qu'on peut construire aujourd'hui, en 2025, en France, en ossature métallique légère, dans un cadre réglementaire qui est déjà bien identifié. Le premier sujet, c'est qu'il existe un DTU, le DTU 32.3. Ce DTU a la particularité de permettre de construire des bâtiments jusqu'à R+3 plus comble en étant considérés en technique courante. Et donc, grâce à ce document-là et à toute cette réglementation qui est associée, aujourd'hui, on peut construire des bâtiments en France jusqu'à R+3 plus comble en étant considérés en technique courante. Sur la partie structurelle, on utilise les Eurocodes, ce qui permet d'apporter les justificatifs nécessaires, notamment au bureau de contrôle lorsqu'il y en a sur la partie structurelle. Et pour la partie productive, on utilise là aussi des normes comme la 1091 et 1094 qui permettent aujourd'hui d'avoir un environnement réglementaire qui fait que l'ossature métallique légère, même si elle n'est pas connue ou peu connue en France, peut exister au travers de ce cadre réglementaire. Alors, aujourd'hui, cette ossature métallique légère, finalement, qu'est-ce qu'elle présente comme avantage?
alors on en a parlé déjà un petit peu en introduction tout à l'heure avec Fernando. Une des vertus premières de l'ossature métallique légère, c'est sa légèreté. L'ossature métallique légère, c'est 60% plus léger que l'ossature bois à résistance équivalente et c'est particulièrement adapté effectivement dans les cadres de surélévation où on va venir bâtir des structures au-dessus de bâtiments qui n'étaient pas initialement prévus et dimensionnés pour pouvoir être capables de supporter une charge supplémentaire, mais aussi dans les terrains plus compliqués en termes de portance, ça permet d'apporter une vraie valeur ajoutée. Le deuxième point qui est la rapidité. Alors la rapidité, c'est un point commun lié à tous les procédés hors site, où on va venir préfabriquer un maximum de choses en atelier et les livrer ensuite sur chantier. Un enjeu de rentabilité, on vient apporter aujourd'hui des complexes de murs dont Fernando vous a fait une présentation tout à l'heure, qui sont 100% isolés et qui permettent de gagner jusqu'à 10% de surface habitable en plus à surface équivalente grâce à un complexe de murs optimisé et 100% isolé. Et un vrai enjeu de durabilité, on utilise des matériaux haute performance qui permettent de durer dans le temps. Un enjeu de recyclabilité, l'ossature métallique légère, 100% recyclable, ce qui est aujourd'hui un élément extrêmement important dans la fin des cycles de vie. Et enfin, on parlait tout à l'heure, j'ai vu une petite intervention d'une main levée sur les sujets sismiques ou cycloniques. Aujourd'hui, l'ossature métallique légère, de par ce paramètre de légèreté et de faible masse, est particulièrement adaptée aussi dans les zones sismiques et cycloniques, et pour ne pas citer notamment les dom-toms, où aujourd'hui il y a des gros enjeux de réfléchir à la meilleure façon de construire dans les prochaines années. Alors, quand on parle d'ossature métallique légère, voilà les trois grandes questions qui nous sont systématiquement posées. Comment on gère le feu? Quand on parle d'acier, on parle tout de suite de rouille, de corrosion. Et le troisième sujet, c'est quid de l'impact carbone? Alors, pour le feu, le sujet est simple. De la même manière que pour la construction en ossature bois, on utilise des plaques de plâtre qui vont permettre de venir encapsuler la structure et de protéger en fonction des épaisseurs des plaques utilisées, avoir des temporalités de résistance au feu plus ou moins importantes. Donc ça, le sujet de feu, aujourd'hui, on sait comment le traiter, c'est très clair et on a les réponses qui peuvent être apportées pour répondre à ces enjeux incendies. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la corrosion. Le matériau de l'acier est un matériau, d'une manière générale, se corrode. Néanmoins, on utilise, nous, aujourd'hui, des aciers particuliers avec un revêtement anti-corrosion haute performance, qui est un alliage de zinc, aluminium, magnésium, comme le produit Magnélis de chez Arcelor, par exemple. Ce matériau a deux grandes particularités. Un, il est 3 fois plus performant qu'une protection anti-corrosion classique. Et deuxièmement, sur les faibles épaisseurs de 1 à 2 mm de nos tôles qu'on utilise, il a la particularité d'être autocicatrisant au niveau des découpes lorsqu'on vient poinçonner la tôle. Sur une galva classique, à ce moment-là, il n'y a plus de protection, mais avec ces revêtements-là, on vient assurer une protection globale des pièces qu'on utilise. Et puis le troisième point sur le sujet de la corrosion, c'est que globalement, tous les systèmes qu'on utilise sont encapsulés dans d'autres matériaux et donc ils sont assez peu exposés de toute façon aux intempéries extérieures. Et troisième point, c'est le sujet de l'impact carbone. Oui, l'acier est issu d'un procédé qui est assez émissif en carbone. Aujourd'hui, une tonne d'acier, c'est 1,8 tonne de CO2 qui sont émises. Néanmoins, quand on fait l'analyse, non pas à la tonne, mais au système constructif dans sa globalité, et qu'on le compare, par exemple, à du système béton, une chape béton de 15 cm à 400 kg de CO2 du mètre cube, comparé à un plancher en acier à 15 kg du mètre carré en ossature métallique légère, on arrive à avoir un impact carbone qui est 2 fois moins et demi en ossature métallique légère qu'en béton. Donc déjà, ça c'est avec un acier traditionnel. Et aujourd'hui, il y a un deuxième gros enjeu, c'est que tous les fabricants d'acier sont dans une démarche de venir améliorer leur process de production pour être capable de produire des aciers bas carbone. Un acier bas carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un acier qui est produit à partir de 100% d'énergie renouvelable et avec un maximum de matériaux recyclés en matières premières entrantes. Et aujourd'hui, ces aciers bas carbone permettent d'être 3 fois moins émissifs qu'un acier classique, donc d'apporter une solution et une réponse aussi sur les sujets carbone. Donc aujourd'hui, on a un matériau on a une technologie qui est existante en France, qui commence à se développer fortement. On a une réglementation qui existe, on a des réponses techniques à ça. Aujourd'hui, ce procédé de l'ossature métallique légère
il faut savoir que c'est donc le procédé constructif le plus rapide, le plus léger et le plus circulaire du marché, et que cette technologie, je vous donne rendez-vous dans 2 ans sur le marché français pour faire le bilan de là où on en est, mais on est assez convaincu, et on est très convaincu même, qu'il va continuer à se développer, à s'accélérer pendant les prochaines années. Et la deuxième conviction qu'on a, c'est qu'il est particulièrement adapté pour l'ossature, pour la rénovation et la surélévation et la construction en milieu contraint. Et je propose donc à Jérôme de prendre la main pour rentrer sur un cas concret justement d'illustration de cette construction en milieu contraint. Merci pour votre écoute. Merci Damien. Bon, j'espère que vous m'entendez tous. Donc, on a vu que, alors je vais essayer de partager mon écran. Je suis un peu moins autonome que les autres. Voilà, j'espère que vous voyez bien tous mon écran. On a vu que le marché était vraiment complètement mûr au Royaume-Uni, que ça commençait à bouger en France. Moi, mon objectif, ça va être de vous montrer un cas concret en France auquel on a la chance de participer, pour vous montrer que ça fait plus que frémir, que le marché est vraiment en train de prendre un tournant actuellement. Je suis Jérôme Layure. Tu peux passer en présentation. Je suis en présentation, donc c'est que j'ai mal fait les choses. Bon, écoute, c'est pas grave, on avance comme ça. Non, c'est très bien, regarde. Hop. On va faire l'écran. Hop. Voilà. Donc, je vous disais, donc je suis Jérôme Layure de la société Archéosystème, cofondateur de la société. Avec Peyuco Pourquier, on a créé une usine au Pays Basque en 2018, qu'on a fait migrer dernièrement dans les Landes à Hastingues pour avoir un petit peu plus de place. On commençait à être à l'étroit. On est concepteur et fabricant de structures métalliques légères. Donc on fait également des profils à la découpe livrés en fagot et des préassemblages de murs en 2D pour faciliter le montage sur chantier. On commence avec certains partenaires à faire de la 3D également. Ça, c'est en phase de développement. Et aujourd'hui, donc Archéosystème, c'est 12 salariés répartis entre le bureau d'études, la production et les services annexes. On a la chance d'accompagner essentiellement des professionnels, aussi bien en France dom-tom qu'également à l'international, ce qui nous permet d'aller voir quelques beaux panoramas. Et aujourd'hui, donc vraiment, je voudrais vous faire une étude de cas très, très spécifique sur la réalisation d'un projet résidentiel en parisienne. Il y a 3 ans à peu près, notre contact, qui est devenu notre client après, dans la suite logique des choses, est venu nous voir parce qu'il cherchait à créer de la valeur sur un ancien immeuble de bureau qu'il avait acquis auprès d'Orange. Donc cet immeuble était réparti en 3 bâtiments. Donc vous pouvez voir à l'écran une grande aile au fond qui a 3 niveaux et sur la façade avant, une plus petite aile qui a 4 niveaux. Donc tout ça accueille 5200 m² de plancher. Et petite particularité, on a jusqu'à 4,80 m de hauteur sous dalle libre dans la grande aile du fond. L'idée de notre client, c'était de changer l'affectation pour passer en logement collectif. Donc, il a édité un programme de 107 logements, 71 logements qui doivent prendre place dans les 5200 m² existants et 36 logements dans une partie à créer en surélévation. Et tout l'enjeu était de maîtriser les coûts. Sur une surélévation comme ça, ramener des surfaces en mètres carrés, la problématique, c'est de limiter au maximum, voire ne pas avoir besoin de faire de reprise en sous-œuvre. On a pu voir que le bâtiment donc, de 5200 m² était dimensionné pour une exploitation de bureaux, donc à 250 kg par mètre carré, ce qui faisait une reprise des fondations actuelles de 1300 tonnes. En passant en logement, ces mêmes 5200 m² lui permettaient d'avoir à reprendre uniquement que 780 tonnes en surcharge d'exploitation. Il lui laissait quand même pas mal environ 500 tonnes pour faire la suite de son programme. La surélévation en utilise 375.
Et donc, comme je vous le disais, il avait cette particularité d'avoir 4,80 m sous dalle, qui lui permettait d'envisager des mezzanines. Et donc, pour équilibrer les surcharges d'exploitation, il a pu aller jusqu'à 1500 m² de mezzanine. Donc, de 5200 m², il pouvait passer un programme de 9200 m², donc valorisable d'autant, au prix du mètre carré, en région parisienne, dans la banlieue nord. Donc, son objectif, ça a été de minimiser l'ajout de charges permanentes, puisqu'il équilibrait les charges d'exploitation. Et en créant une surélévation et des mezzanines, il fallait vraiment chercher une solution de structure très légère. Donc, on a travaillé ensemble sur, à la base, on est rentré sur le projet pour les structures des mezzanines. Là, vous avez une idée d'un plan de niveau. Donc, il faut imaginer qu'en fait, tout le bâtiment repose sur un système de poteaux-poutres, 3 rangées de poteaux qui sont alignés sur ces lignes espacées de 11 mètres. Entre chaque ligne, on a des portées de 11 mètres et réparties sur des travées de 4 mètres. Donc, tous les 11 mètres par 4 mètres, on a un poteau qui redescend les charges jusqu'aux fondations. Et donc, il fallait repasser par ces poteaux pour amener les charges des mezzanines jusqu'aux fondations. Du coup, il fallait créer des poutres vertes intermédiaires entre la structure existante grise, des poutres vertes d'une portée de 11 mètres et un solivage sur la travée de 4 mètres. La solution béton, ça représente à peu près 500 kg au mètre carré, beaucoup trop lourd. La solution 100% bois, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus optimisé. On était à 37 kg du mètre carré. Et ils cherchaient encore plus à optimiser, donc ils sont venus nous voir dans ce cadre-là. Sur les portées de 11 mètres, nous, on ne pouvait pas rester sur de la structure métallique légère. Il a fallu faire du mixte avec des IPE, ce qui n'était pas forcément la solution la plus adaptée. Donc, on a proposé de conserver les poutres en lamellé collé du bois et de venir se fixer sur les poutres en lamellé collé bois qui sont représentées en vert sur le petit schéma en haut à droite, de venir fixer nos poutres en treillis. Et ce complexe-là, poutre treillis plus les poutres en lamellé collé, permettait quand même de gagner près de 5 kg du mètre carré. Mais pas seulement. En fait, vous voyez la représentation ici. Vous voyez les poutres en treillis en haut, réparties entre les lamellés collés. Elles ne font que 18 cm d'épaisseur et ont la particularité de pouvoir laisser passer tous les réseaux entre leurs bracons. Donc le plancher, en fait, pouvait être réduit à 18 cm. Et même sur la partie basse, dans certains cas, jusqu'à 10 cm. Donc on a une faible épaisseur, on a un faible poids au mètre carré de charge permanente. C'est très simple de passer les câbles dans les treillis. Et une manuportabilité, c'est-à-dire que le bâtiment étant existant, il fallait pouvoir manipuler tous les éléments facilement dans les étages déjà réalisés. Donc une solive, comme vous voyez, là, de 4 mètres, ça représente vraiment moins de 18 kg. La solive, donc totalement manuportable à une personne, ce qui facilite la mise en œuvre. Tout ça, ça a été possible grâce à la mixité des matériaux. Donc, on a proposé une solution mixte qui a rempli tous les critères de notre maître d'ouvrage. Mais la problématique restait entière sur la partie surélévation. Ils avaient étudié la solution béton. Bon, évidemment, il fallait s'y attendre vraiment trop lourd. La solution bois était envisagée, mais un peu trop coûteuse pour notre client. Donc, ils nous ont demandé d'étudier la solution en structure métallique légère, puisque les mezzanines remplissaient à leurs attentes. Sinon, c'était un programme qui était remis en cause. S'ils étaient obligés de faire appel à des reprises en sous-œuvre, c'était vraiment trop coûteux. Donc, on a étudié le dimensionnement. On avait deux cas à regarder, la descente de charge pour voir les poids qu'on ramenait sur les fondations, et puis la stabilité générale. Parce qu'il faut imaginer qu'à ces niveaux-là, donc on est sur le R+5 et R+6, on a une pression de vent de 1200 kN par mètre carré, ce qui est très important. Au niveau des descentes de charge, il y avait zéro sujet, puisqu'on ramène entre 25 et 30 kg par mètre carré de surface couverte. Donc sur les 2500 mètres carrés, vous pouvez faire le calcul, c'était vraiment la solution la plus légère. Donc notre objectif, ça a été de retravailler avec la maîtrise d'œuvre le projet pour contrevanter la surélévation et optimiser au maximum ces reprises de vent. Donc là, vous avez le plan de niveau de la surélévation. Je ne vais pas vous faire la genèse de ces 2 ans de travail.
mais en gros, on a aligné tous les appartements d'un niveau à l'autre. On a adapté le cloisonnement pour y loger les paliers de stabilité et vraiment redescendre correctement tous les efforts de vent jusqu'au plancher de reprise. Et donc, le sujet a été vraiment de connecter ce plancher de reprise métallique sur la dalle en béton existante. Donc, il y a eu une interaction entre nous et la phase et le bureau d'études Gros œuvres pour permettre de mettre en œuvre ce système constructif. Et donc, au bout de 2 ans, on a abouti à acter. Alors, la dernière année, ça a été vraiment toute l'année des ajustements et les imbrications de toutes les méthodes constructives. Mais depuis 2 ans, on travaille avec le maître d'œuvre. Et ça a permis d'acter qu'on faisait les mezzanines, la surélévation en structure métallique légère. Et du coup, ça a été surtout un programme validé pour notre client. Le chantier a débuté ce mois-ci. On a envoyé les premiers camions ce mois-ci. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une prochaine édition pour vous montrer le chantier réalisé et peut-être même organiser une visite sur site, pourquoi pas. Merci. Je te redonne la parole, Olivier. Ouais, merci Jérôme. Avant de passer aux questions à nos participants, j'attire juste votre attention sur ce petit point. Si vous avez souhaité vous former et aller plus loin, le campus hors site est bien entendu à votre disposition. Vous pouvez contacter Aurélie chez nous. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent. Vous pouvez consulter le catalogue de formation sur le site internet de campushortsite.com. Et effectivement, on met en avant une formation très transversale qui est celle de pilote de projet hors site, qui est la première formation en France qui soit certifiante, reconnue par France Compétences. Voilà, c'était juste un petit focus sur les formations du campus hors site. Et nous allons donc maintenant passer à vos questions et réponses que je vais prendre dans le chat dans 30 secondes. Hop. Conversation. Il y a eu beaucoup de questions, manifestement. Je ne vais pas avant s'afficher. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. J'ai une première question sur le poids carbone au mètre carré d'un bâtiment de logement en ossature métallique légère. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'avancer ou a des chiffres là-dessus à nous communiquer? Il faudrait faire une étude vraiment complète. Nous, on participe à plusieurs relevés de données pour pouvoir justement avoir des données fiables et chiffrées. Les chiffres qu'a annoncé Damien, on les partage, effectivement. Là où on va vraiment être performant et amener une valeur ajoutée, ça va être sur tout ce qui est plancher, tout ce qui est partie horizontale. Aujourd'hui, les dalles pleines sont vraiment très émettrices de carbone, alors que les solutions en structure métallique légère sont les plus performantes pour compenser. Bon, j'ai plus les chiffres en tête que Damien avait avancé, mais on les partage. D'accord. Il y a quelqu'un qui a répondu d'ailleurs dans le chat qui dit que oui, voilà, on peut montrer une réduction de 50% en poids CO2 par rapport à une construction massive. Voilà. Voilà, j'allais rebondir là-dessus parce que justement, c'est l'expérience que nous avons chez Remagine au Royaume-Uni et puis en Irlande. Donc là, il y a plus de 20 ans, voire 25 ans d'expérience sur ce sujet. Et puis effectivement, on peut réduire énormément le poids CO2 par rapport à une construction béton ou traditionnelle. Et on peut arriver à des niveaux de 200 kg par mètre carré, donc ce qui est considérable. D'accord, merci Fernando. J'ai une autre question. Damien, tu voulais dire quelque chose? Non, pas, je pense que les réponses ont été apportées. Okay. Il y a une question qui, je pense, je pense que Fernando pourrait répondre sur la qualité de l'acier entre mur porteur et non porteur, s'il y a une différence ou pas. Alors là, on ne parle pas proprement de la qualité de l'acier en soi, mais plutôt des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on passe de 1,2 à 1,5, 1,6. On va moduler en fonction des charges sur le bâtiment. Donc, c'est ça la différence.
C'est pas la qualité, c'est l'optimisation C'est l'optimisation. des sections et des épaisseurs. D'accord. Il y a deux questions sur la réglementation séisme. Alors, on l'a un peu abordé, notamment Damien. Et c'est également une question sur l'acoustique, en fait. La gestion de l'acoustique. Sur l'acoustique, on a aussi beaucoup d'expérience parce que comme on a fait beaucoup de résidences étudiantes puis des hôtels, donc c'est des établissements réservant de public. Et là, les normes au Royaume-Uni sont assez sévères aussi. Et principalement, bon, c'est les clients final qui veut évidemment avoir un hôtel avec des performances acoustiques normales, on va dire. Et là, tout ça, enfin, c'est pas évidemment, c'est pas l'ossature métallique en soi qui va régler l'affaire. C'est toujours l'isolant qui est compris dedans et les plaques de plâtre qui viennent s'ajouter après. Donc, on a énormément d'essais. Il y a différentes solutions. Donc, on peut moduler aussi à 40, 45, 50, voire 60 décibels en fonction des plaques de plâtre qu'on rajoute. Et on a aussi des éléments qui sont fabriqués, par exemple, par Signat pour améliorer l'acoustique encore davantage. C'est ce qu'on appelle les barres résilientes. Donc, c'est des barres horizontales qu'on va rajouter à l'ossature métallique et sur lesquelles on vient fixer les panneaux de plâtre. Donc, enfin, pour résumer, des performances de 50 décibels, c'est tout à fait possible. Et puis, on peut encore l'améliorer, la moduler en fonction de l'utilisation de l'immeuble. Alors, pour compléter ce que disait Fernando, nous, on a fait des essais au CSTB sur la partie acoustique pour pouvoir avoir des données utilisables sur le marché français. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est avec un système de masse-ressort-masse. Et ce que vient d'expliquer Fernando, on arrive effectivement à atteindre des performances acoustiques qu'on souhaite avoir. Donc, il n'y a pas de sujet sur la partie acoustique. D'accord. Et le séisme, tu veux apporter quelque chose de complémentaire ou... Alors, Jérôme a peut-être des sujets sur le séisme. Oui, sur le séisme, pardon. Sur le séisme, bah, c'est uniquement, ça passe par la note de calcul. Alors bon, les grandes lignes, tous les systèmes entraînés vont nous aider à vraiment absorber toutes les problématiques liées au séisme. Et puis ensuite, il va falloir vraiment liaisonner dans les deux directions l'ensemble du bâtiment pour pouvoir justifier via les normes des Eurocode 8. Voilà. Donc, en fait, nous, on a déjà fait des villas en Grèce où on était fortement sujet au séisme. Ça n'a pas du tout posé de problème. On a produit les notes de calcul en conséquence. Il y a juste un savoir-faire au niveau de la conception, mais au niveau du LSF, je dirais que c'est vraiment pas problématique et même c'est plutôt avantageux du fait des constructions entraînées. J'ajouterais sur la partie acoustique, donc c'est ce que le sujet masse-ressort-masse, c'est le sujet que j'allais aborder, Damien l'a très bien abordé. On peut même envisager de faire du masse-ressort-masse, mais plus, premium, si j'ose dire, avec deux murs complètement désolidarisés en LSF, chacun composé de leur sandwich qui constitue la masse. Et du coup, on a masse-ressort, ressort-masse, ou masse-ressort-masse, ressort, masse, ressort, masse. Voilà, donc c'est au niveau acoustique, il y a vraiment zéro sujet. On peut même être très vertueux. Oui, tout à fait. Enfin, juste pour complémenter ça, par exemple, en Angleterre, la norme dit qu'il y a, pour faire une séparation entre des logements différents, donc là, il faut absolument faire deux murs. Donc, pour la question acoustique, effectivement. Et feu. Ok, merci. Alors, j'ai une question extrêmement technique. Je ne sais pas lequel d'entre vous pourra s'y pencher, mais je pense que vous y avez accès. Ça concerne les normes ISO EN 15804 plus A2. Est-elle avantageuse pour ce mode constructif et quel est l'impact de la circularité de cette solution sur la FTES? Alors là, c'est des questions, il aurait fallu les préparer parce que moi, je ne connais pas les normes par cœur. Ouais. Je ne sais pas si Damien, tu as... Non, je ne connais pas particulièrement le sujet. Aujourd'hui, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement des EPD qui sont des fiches de données environnementales européennes qui sont émises par les fabricants d'acier, qui sont une donnée entrante pour la réalisation ensuite des FDES. Aujourd'hui, l'utilisation des FDES, on s'appuie sur des FDES génériques qui existent, qui sont faits notamment par le CTICM sur la partie ossature métallique légère pour pouvoir répondre à ces sujets-là.
D'accord. Écoutez, c'est Emna Atouri qui pose la question, donc je vous laisserai peut-être prendre contact directement Ouais, exactement. si vous voulez en savoir plus là-dessus. Développer plus loin, en tout cas. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question sur quid des vibrations et quid de l'usage en ERP. Alors pour les parties vibrations, c'est comme toute structure, elle va transmettre les vibrations. Ça, c'est une certitude. Il suffit de désolidariser tous les habillages pour, atténuer et limiter au maximum ces vibrations. Je pense notamment aux problèmes acoustiques, donc là, intérieur au bâtiment, d'un niveau à un autre. Il y a des solutions de chape sèche qui sont totalement désolidarisées du plancher, qui permettent d'absorber toutes ces transmissions de bruit solidaire. D'accord. Dans ces sens aussi, Ouais. nous conseillons les planchers avec nos collaborants pour les bâtiments d'habitation collective et puis des bâtiments aussi réceptionnant du public, recevant du public, ce qui permet de réduire aussi les vibrations fortement. Merci. J'ai une question sur les nuances d'acier et des épaisseurs. Quelqu'un qui me dit, j'entends parler de 1 mm, le DTU 32.3 ne donne-t-il pas 1,5 mm mini pour tous les profils d'acier? Alors, Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le DTU, il a été écrit il y a quelques années. Entre-temps, il y a eu d'autres documents qui sont venus s'ajouter au DTU, notamment les recommandations du BNCM, qui est le Bureau de normalisation de la construction métallique, qui justement a permis d'alléger un petit peu les limites d'épaisseur qui étaient utilisées. Donc, on peut utiliser, et ensuite, en justifiant ensuite au calcul, mais on peut utiliser des épaisseurs plus faibles. Et les nuances d'acier, alors je ne sais pas quelles sont celles utilisées par Arkeo et Remagine, mais nous, on utilise du S350 GD pour nos productions. Oui, nous, on utilise pareil le S350 et le S380, et même le S450. Voilà. Alors, pour notre part, effectivement, je rejoins ce que dit Damien. Effectivement, le DTU, il a été créé il y a très longtemps. Au milieu de tous les participants de la création de ce DTU, il y avait des intervenants qui avaient tout intérêt à limiter les épaisseurs d'acier pour vendre de l'acier d'une manière plus importante au poids. Les normes ont évolué. Effectivement, maintenant, si on arrive à justifier nos profils, on peut descendre jusqu'à du 1 mm sans problème. Alors, pour notre part, on a compensé effectivement cette faible épaisseur par une nuance d'acier un peu supérieure, puisque nous, on travaille avec du 500 MPa, donc du HX 500 plus exactement. Donc, c'est un autre mode de calcul, mais ça nous permet de compenser la perte de section par un module d'élasticité bien supérieur. Voilà. Merci. Dans la série des questions, j'ai quelqu'un qui me demande, il parle évolutivité dans le temps. J'imagine qu'on parle de modularité des bâtiments. Enfin, je ne sais pas trop si quelqu'un veut... Oui, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est une évolutivité qui a été anticipée, et dans ce cas-là, au moment de la conception, on va faire en sorte que la cloison ou la toiture qui doit être par la suite déposée pour pouvoir surélever ou agrandir le bâtiment soit une cloison non porteuse. Lorsque ce n'est pas anticipé, il faut faire en sorte de bien regarder le bâtiment avant de déposer une cloison comme dans un bâtiment traditionnel, c'est-à-dire qu'avant de démonter une cloison qui soit porteuse, il faut s'assurer qu'on ait une alternative à proposer pour assurer la stabilité du bâtiment. Il y a peut-être aussi quelque chose dans le terme évolutivité, voilà, je vais y arriver, c'est sur la destination finale aussi des matériaux. Par exemple, aujourd'hui, en Angleterre, on a commencé par Londres, et ça devient déjà une norme, c'est que tous les matériaux utilisés dans la construction d'un immeuble sont repérés dans une sorte de BIM, et ils peuvent être mis à disposition pour une réutilisation dans d'autres constructions.
Et donc ça fait partie, disons, de l'évolution du cycle de vie des matériaux et des systèmes. Ok, merci. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais te obligé de faire un choix parce que là, ça se termine dans 5 minutes. J'ai une question, notamment sur le déphasage, sujet plus que sensible dans la RE 2020. Comment c'est géré? Sur j'ai pas entendu, excuse-moi. Le déphasage des murs. Alors, pour notre part, nous, on travaille essentiellement, enfin, on propose à nos clients de travailler essentiellement avec de la fibre de bois en isolation thermique par l'extérieur. Et c'est le meilleur matériau pour ces problématiques de déphasage. Et également, ça permet de limiter les coûts en termes d'empilement de couches, puisque avec un seul produit, on peut éviter de mettre un OSB de parement. On vient fixer mécaniquement directement la fibre de bois sur notre structure, sous réserve qu'elle fasse plus de 6 cm d'épaisseur, mais dans le cadre d'une ITE, on cherche à avoir quand même de l'épaisseur. Et sur cette fibre de bois haute densité, on peut venir mettre soit un enduit, soit un bardage ventilé. Donc en gros, 95% des choix de façade en France. Donc en une seule couche, on est protégé à la pluie, parce que ça fait également office de pare-pluie, et on peut appliquer n'importe quel type de finition dessus. Et ça règle le problème du déphasage. Ok, merci. On va prendre je vais faire 2 dernières questions. Il y a quelqu'un qui me demande si on a une expérience, si l'un d'entre vous a une expérience sur des projets dans des conditions cycloniques. C'est quelqu'un de La Réunion, c'est un architecte de La Réunion. Je crois que Jérôme, tu avais un exemple. Nous, on a réalisé un bâti. Alors, La Réunion, on connaît bien, mais à Mayotte. Et il a été éprouvé au cyclone Chido, mais il a passé le test puisque notre bâti est toujours debout, qu'il n'y a eu aucun sinistre sur le bâtiment réalisé. Il a été fait en 2019, donc on a un peu de recul. Voilà, donc au niveau cyclonique, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut bien prévoir le contreventement, ça c'est une certitude. Là, il y a des normes, il faut vraiment les respecter. Et c'est un peu tout l'enjeu que j'expliquais dans l'étude de cas. Finalement, mettre des profils, monter des niveaux, c'est pas trop un problème. Tout ce qui est descente de charge, c'est pas trop un problème. On a toujours à trouver des solutions. Par contre, répondre aux contraintes des efforts horizontaux, et alors encore plus en milieu contraint type cyclonique, là, ça s'étudie vraiment finement, c'est un vrai savoir-faire. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, non? De notre côté, juste, enfin, on a une large expérience aussi dans les pays du nord de l'Angleterre. Enfin, en Écosse, hein, il y a des zones qui sont très exposées au vent et c'est des vents presque cycloniques. Hein, c'est pas la même chose, mais c'est des fortes pressions de vent. Donc, c'est une simple adaptation de note de calcul. Et puis, comme le disait bien Jérôme, la question du contreventement entre le mur et à l'intérieur du mur lui-même. Après, il ne faut pas oublier que la structure métallique légère, c'est parfaitement adapté à ça. Alors, c'est léger, donc ça ne peut pas bénéficier de son propre poids pour se stabiliser. Donc, on doit rajouter du contreventement par rapport à une méthode traditionnelle, qui doit elle-même être contreventée, hein, même en zone cyclonique. Mais on est parfaitement adapté. Encore une fois, ce système de treillis, alors les bracons ne suffisent pas seuls, mais ce système de treillis permet vraiment de faire transiter tous les efforts au mieux et de les ramener sur les fondations. Donc c'est vraiment, il faut retenir que le système de structure métallique légère est adapté à la fois au cyclone, à la fois au séisme, et permet de surélever des bâtiments, aller chercher des zones qui sont difficiles d'accès, construire du neuf sur plusieurs niveaux. C'est en un temps record parce qu'on peut tout préfabriquer. D'accord, merci. Et enfin, on va terminer avec une question. Damien, vas-y. Je vois juste, alors sur La Réunion, on travaille aussi avec un certain nombre d'acteurs, mais je vois juste une question qui est intéressante sur le pré-perçage des profilés, ce qui ramène juste aux procédés constructifs qu'on utilise, c'est-à-dire que les procédés
les profilés qui sortent de nos profileuses numériques sont déjà coupés à longueur, pré-percés. Donc, il n'y a pas de découpe ni de soudure à réaliser pour pouvoir assembler ces profilés et pour former des cadres. C'est uniquement de l'assemblage par vis autoforeuse dans des pré-perçages existants et ou par boulonnage. Donc ça, c'est un point important qui est quand même le cœur de l'utilisation de ce procédé de l'ossature métallique légère. C'est un assemblage mécanique par vis autoforeuse ou boulonnage dans des éléments qui sont déjà pré-percés. Tout à fait. Et puis ça, c'est un principe pour nous aussi de base, hein, donc c'est un principe fondamental. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la présentation, il n'y a aucune intervention sur site, donc tout est préassemblé justement pour éviter ces perçages. Du coup, 0 déchet avec le LSF. Tout à fait. Écoutez, voilà, je pense on est arrivé à peu près au bout. Il est 12h30, on est pile dans les temps. Donc, merci à tous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tout le monde. Performance. Voilà. Donc, dernière chose. Bonne journée. Ce webinaire, merci, sera visible Merci à tous. sur YouTube, la chaîne YouTube du Campus Hors-Site d'ici une petite semaine et vous serez informés par email, ceux qui étaient enregistrés pour assister au webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci à tous les intervenants. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.